Bonjour, je suis heureux de vous rencontrer dans ces circonstances particulières. Je pense qu'on a besoin justement de prendre le temps de réfléchir, d'évaluer les informations qu'on a reçues, de comprendre si il y a eu une désinformation et une panique ou au contraire une sous-estimation des problèmes. Et on va essayer de regarder ça ensemble. Je précise, je ne suis pas médecin, je ne vais donc pas donner de conseils, de recettes. Il y en a beaucoup qui circulent, apparemment des bons et des moins bons. On pourra poser des questions, je pourrai les transmettre, mais c'est pas ma spécialité. Et on va essayer de faire attention aussi de bien se trouver en dehors des imaginations complotistes qui, comme toujours, peuvent sévir et imaginer toutes sortes de choses sans preuve, sans vérification. Mais la question de l'information, elle est vraiment décisive et on va commencer par montrer comment on a été informé par le New York Times, qui est un des deux plus grands journaux, non seulement des États-Unis, mais du monde. Ce sont les seuls pratiquement qui ont les moyens d'avoir beaucoup de journalistes, enquêteurs et de faire des recherches. Ils sont largement repris par la presse européenne et occidentale, et cependant, ce sont des journaux qui ont systématiquement désinformé l'opinion publique à propos de toutes les grandes guerres des dernières années, à propos du Venezuela et de tous ces enjeux nord-sud. Donc, prudence. Et voilà, je vous montre un extrait qu'on va traduire du New York Times. À gauche, vous avez le New York Times, je traduis, puisque c'est en anglais. L'Italie pratique le locking down, le blocage, le blocus de Milan, de Venise et d'une grande partie du nord, mettant en péril son économie dans un effort pour contenir l'épidémie la plus grave d'Europe du coronavirus. Voilà. Et on voit une photo d'un ministre là, et donc le New York Times applaudit. Alors il faut comparer avec le même New York Times sur Twitter, environ 2 mois plus tôt, et je traduis, c'est la partie à droite, suivez, on voit une photo d'un étalage fruits et légumes en Chine. Pardon. Et je traduis. Pour combattre le coronavirus, la Chine a placé environ 60 millions de personnes en lockdown, en confinement, et elle a institué une quarantaine très stricte et des restrictions aux déplacements pour des centaines de millions d'autres personnes. Sa campagne chinoise a représenté un très grand coût pour les conditions de vie des gens et les libertés personnelles. Donc là, vous voyez que on a la même mesure sur la Chine et on applaudit, et on a, pour l'Italie on applaudit, et pour la Chine ça devient la violation des droits de l'homme, des libertés personnelles et ça. Et c'est toute la campagne qu'on a eue pendant 2 mois, tant que le virus était essentiellement limité à la Chine. Donc ça pose le problème de comment on nous informe. Alors aujourd'hui, on va essayer de survoler les raisons de la panique, ce qui s'est passé en Chine et la manière dont les Chinois s'y sont pris pour résoudre le problème. On va analyser ce qui s'est passé aux États-Unis précédemment, lors de la grippe de 2009, qui avait démarré au Mexique et aux États-Unis, je le rappelle, et on va analyser avec les amis de là-bas comment fonctionnent les soins de santé et comment fonctionnent les États-Unis dans cette crise maintenant. Et vous verrez que ça pose beaucoup de questions et de problèmes. On va analyser le rôle du pharma business et des multinationales des médicaments et de la santé en général. On va analyser d'autres crises sanitaires, alimentaires
qui frappent des pays du Sud et dont on parle beaucoup moins, alors qu'elles sont peut-être encore pires. On va analyser comment ça se passe dans une série de pays qui sont frappés par des sanctions des États-Unis et l'Europe avec, qui interdisent de vendre, de fournir du matériel médical, des médicaments à des pays comme le Venezuela. On va analyser s'il y a des projets du pharma business concernant les pandémies. On va bien entendu analyser la politique de la France et de Macron par rapport à cette histoire. On va analyser le rôle des médias et ce que Hermann et Chomsky auraient appelé deux poids, deux mesures, selon que vous êtes chinois ou selon que vous êtes quelqu'un de bien. On va évidemment creuser la question: est-ce que l'économie va être flanquée par terre par le coronavirus? Et est-ce que c'est ça la cause, ou est-ce qu'il y avait un mal plus profond? On va parler un petit peu de ce livre remarquable, La peur, arme politique de Robert Charvin, édité il y a un an par Investigation. On va en lire un passage parce que c'est vraiment d'actualité. Et on va voir que faire pour l'avenir, comment nous pouvons peser sur toutes ces propagandes et toutes ces désinformations. Alors, on a eu effectivement des vagues de panique, encore limitées, mais quand même significatives. Vendredi, en Belgique, on se ruait de façon parfois assez violente sur les supermarchés pour stocker le PQ, le riz, les pâtes, etc., alors qu'il y a des stocks d'alimentation au moins pour un mois, si pas deux. Mais je crois que le problème de la panique, il ne tombe pas du ciel. C'est normal que des gens s'inquiètent, mais ça dépend beaucoup de la manière dont ils ont été informés ou pas informés. Moi, ce que j'ai constaté dans cette information qui nous a été donnée par les responsables politiques et médiatiques en France, en Belgique, en Europe, c'est que dans un premier temps, la communication était très alarmiste parce que ça se passait en Chine. On nous a dit, les Chinois, un système fermé, inefficace, ils ne maîtrisent rien, c'est une catastrophe. Et bon, tout ce qu'ils faisaient était mauvais ou inefficace, ou on nous mentait. Et après un certain temps, quand les premiers cas ont commencé à se déclencher en Europe, à ce moment-là, on a eu le contraire. C'était la pédale de frein. Non, ça va, il n'y a pas de danger, le gouvernement surveille, il est à la phase 1, peut-être on passera à la phase 2, etc. Et tout était fait pour dire on ne va rien toucher à l'économie, on ne va pas ralentir l'activité économique, attention aux entreprises. Et donc, le 8 mars, je crois, j'ai vu ici en Belgique un virologue très réputé qui s'appelle Mark van Ranst, qui donnait une interview dans un quotidien flamand en disant « Pour moi, il faut tout de suite interdire tous les événements, toutes les rencontres, parce que c'est la seule manière de freiner, d'empêcher... Bon, il y aura l'épidémie, elle va se répandre, mais il ne faut pas qu'elle se répande trop fort et que les hôpitaux soient bloqués. » Alors je me suis dit « Ça, c'est une nouvelle importante. Elle va sûrement être demain dans les deux quotidiens flamands et francophones que je lis. » Ben non, ça n'était nulle part. Donc finalement, 4 jours après, on nous a quand même dit oui, voilà, on supprime tous les événements. Tous les experts disent que lorsqu'une telle épidémie se répand, les premiers jours sont décisifs et qu'il faut prendre les bonnes mesures tout de suite. Donc je crois qu'on a été trompé par la communication de nos élites ici en Occident, moi aussi, d'abord très paniquante, puis très rassurante, et en fait empêchant, on va le voir, on va voir si il fallait faire ici comme les Chinois. Le professeur Doré, qui est le directeur de l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, disait « Depuis 30 ans, de mon observatoire hospitalier, j'ai vécu de nombreuses crises sanitaires, le sida, le SRAS, le MERS, la tuberculose, des bactéries résistantes. Nous les avons gérées dans le calme et très efficacement, aucune n'a donné lieu à la panique actuelle. » Il parle de la Chine et il dit « Je ne suis pas inquiet quant aux conséquences médicales du coronavirus. Il y a moyen de résister, dit-il. Par contre, je suis inquiet des vols de masques
nécessaires à la protection des personnels soignants et personnels à risque, inquiet des vols de jets nettoyants, inquiet de ces risques pour acheter du papier toilette et des boîtes de riz, inquiet de cette terreur qui conduit à faire des stocks obscènes de nourriture dans des pays où elle est disponible dans une abondance tout aussi obscène, inquiet pour nos anciens déjà seuls et qu'on ne peut plus voir ni toucher, ils mourront plus vite mais seulement de solitude, inquiet que la santé devienne un objet de communication belliqueuse et de conflit, alors qu'elle devrait être une cause ultime de lutte dans le rassemblement. Inquiet que notre système de santé, déjà en grande difficulté, on va voir pourquoi un peu plus loin, ne soit prochainement débordé par un afflux de malades au moindre signe de syndrome grippal. Voilà, le professeur Gilles Doré, la couverture médiatique sur le coronavirus est très anxiogène, dit-il, et participe à l'affolement de chacun. Ça conduit aux théories du complot les plus folles. Et donc, ça c'est, à mon avis, une première réflexion à faire sur la question de la panique. Maintenant, je voudrais revenir, parce que c'est important, sur la façon dont les Chinois se sont attaqués à la maladie et sur la façon dont nos médias ont diabolisé les Chinois. Il n'y a pas d'autre mot, ce que les Chinois font, c'est toujours mauvais. Que ce soit Hong Kong, les Ouïghours, que ce soit le niveau de vie, c'est toujours mauvais. Et ici, au contraire, les experts qui sont un peu objectifs disent que les Chinois ont pris des mesures parfaites, excellentes. Il y a eu 1 ou 2 semaines de flottement au début, devant une pandémie différente, avec des aspects particuliers. Il y a eu des fautes commises localement aussi, mais très vite, le Parti communiste chinois a dit bon, c'est une guerre du peuple, c'est une guerre générale, on mobilise d'énormes moyens, et les mesures ont été radicales. Et là, on n'a pas dit oui, mais l'économie va souffrir, on va perdre de l'argent, etc. On a mis une ville de Wuhan de 11 millions d'habitants en quarantaine immédiate, totale, une autre zone bloquée d'une 50aine de millions d'habitants. On a directement fermé les écoles et les transports, trains, avions, métro, et seulement les transports individuels absolument indispensables, et la population a été confinée à son domicile avec un vaste plan de surveillance et de détection du virus quartier par quartier. On n'a rien vu de tout ça en Europe, et je crois que potentiellement, ça peut donc être plus dangereux en Europe que ça ne l'a été en Chine. Ce qui est frappant, c'est qu'en moins d'1 semaine, début janvier, les Chinois ont identifié le génome du virus et ont mis à la disposition de la communauté scientifique internationale, ce qui est évidemment très très important pour savoir comment le traiter et préparer un vaccin. Et donc, clairement, ces mesures ont permis de contrôler et puis de limiter rapidement la pandémie en Chine, puisqu'on a été à un moment donné entre 2000 et 15 000 cas nouveaux par jour, il y a encore 2 semaines, et que maintenant on en est à 150 nouveaux cas quotidiens, et que c'est en diminution très forte. Donc, il y a eu des mesures vraiment radicales et très fortes, avec la construction en urgence de milliers de lits hospitaliers, de mobilisation de forces médicales, de distribution de la nourriture. Donc ça a été impressionnant, et j'étais à Tournai il y a 2-3 jours pour donner, je pense que c'est la dernière conférence avant l'apocalypse, j'étais invité par le groupement Hémisphère Gauche à Tournai, la conférence a eu lieu jeudi soir, et ma logeuse, j'étais logé dans un très chouette gîte là-bas à Tournai, me disait oui, mais en Chine, un pays tellement répressif qu'évidemment ils peuvent se permettre de faire des choses radicales, mais ici en Europe ça marcherait jamais. Je lui ai fait remarquer, oui, bon, peut-être, je ne vais pas dire que tout est parfait en Chine, je ne vais pas dire que tout me plaît, mais quand on voit les analyses de taux de satisfaction et de taux d'optimisme des populations par rapport à l'action de leurs gouvernants, on voit qu'en Chine, la grande majorité, il y a bien sûr des opposants, des gens qui sont tout à fait contre, mais la grande majorité de la population a confiance dans son gouvernement et pense qu'il est en train de bien améliorer sa situation. Je rappelle 650 millions de gens sortis de la pauvreté, c'est pas rien, tandis qu'en Occident on les plonge dans la pauvreté. Et donc il y a un taux de confiance important. Alors c'est vrai qu'en France, en Belgique, quand le gouvernement fait quelque chose, on a plutôt tendance à être contre d'avance.
ont-ils mérité la confiance populaire? C'est un peu ça la question. Donc, euh, sur les mesures de la Chine, il faut encore signaler que les scientifiques chinois ont très très vite mis au point un kit qui permet de réaliser le diagnostic sérologique en moins de 30 minutes. Et voilà, les épidémiologistes ont travaillé, ont traqué la manière dont la maladie se transmettait, on a réussi à trouver quels étaient les centres et à comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Et donc ça pose une question, c'est que avoir beaucoup de scientifiques qu'on forme et sans se soucier de savoir s'il y a une rentabilité capitaliste immédiate, si ça va rapporter des profits rapidement, mais on fait ça parce que il faut protéger la population, ben, les Chinois l'ont fait et nous, ça manque. Donc, voilà plusieurs remarques, encore une peut-être à propos de ce que j'ai reçu comme information sur la Chine. Oui, c'est aussi un engagement populaire. Il y a eu des dizaines de milliers de volontaires qui sont allés dans le Hubei, la région contaminée, qui ont été tracer la maladie, prévenir, établir des contacts entre voir qu'ils avaient été les contacts entre les malades et leur entourage. Et donc voilà, ça a été, bon, il faut savoir qu'à la fin des festivités du Nouvel An, il y avait 860 000 personnes qui étaient rentrées de leur province dans Pékin. Donc évidemment, ça posait des problèmes, et ils ont réussi à le faire. Et voilà, et au lieu de toujours donner des leçons, l'Europe fait mieux que tout le monde et les Chinois devraient nous obéir, ben, il faudrait peut-être réfléchir à s'inspirer des bonnes choses qui sont faites là-bas. Je rappelle que on a abordé ces questions de ce qui se passe en Chine dans des Michel Midi précédents. Vous trouvez ça sur Investigation, les Michel Midi, et il y a eu notamment Frank Willems sur la Chine capitaliste ou socialiste, comprendre comment l'économie fonctionne, pourquoi elle est efficace. Il y a eu Frank Willems aussi sur les Ouïghours et le fake news des camps de concentration et d'extermination, le quasi-génocide, on est en train de nous dire sur les Ouïghours. Et on a eu aussi André Lacroix sur le Tibet, le Dalai Lama et la propagande des États-Unis concernant tout ça. Alors voilà, à propos justement des États-Unis, on va y venir. Parce que on nous a dit que Trump bloquait les transports avec l'Europe et que ça, c'était pas bien. Je pense qu'il faut arrêter de cibler seulement Trump et qu'il faut analyser comment fonctionne le système de santé des États-Unis et comment fonctionne leur détectage et leur prévention sur les épidémies. En 2009, souvenez-vous, il y a eu la grippe H1N1. Où est-ce qu'elle s'est déclenchée? Au Mexique et aux États-Unis. On n'a pas, je signale, parlé de grippe américaine à ce moment-là. On n'a pas dit, ah, c'est les États-Unis, c'est un régime, un système, ça. Non, c'était juste une maladie. Ce qui est important, c'est que les États-Unis en 2009 n'ont opéré aucun contrôle sur les déplacements que les gens avaient effectués et n'ont, pendant 6 mois, fait aucune mesure de prévention et n'ont fait aucune quarantaine. C'était sous Obama, hein, pas sous Trump, c'était sous le gentil Obama. Et il a attendu 6 mois avant de bouger Obama. L'alerte a été sonnée le 24 avril avec des cas signalés. Et c'est seulement le 25 octobre qu'on a décrété l'urgence nationale et qu'on a commencé à prendre des mesures sérieuses. L'épidémie venue des États-Unis s'est répandue à 214 pays, a touché 1,6 million de personnes. On parle de 280 000 victimes dans le monde et de 59 millions de gens aux États-Unis seulement touchés par la grippe et 12 000 victimes aux États-Unis. Donc, la question est comment fonctionne le système de prévention aux États-Unis. Une médecin française a envoyé la semaine passée quelques notes là-dessus en s'étonnant qu'il y avait tellement peu de cas détectés aux États-Unis. On a la moitié seulement des cas d'un pays comme la France, alors que la population des États-Unis, c'est 5 fois celle de la France, et que les États-Unis ont énormément d'échanges avec la Chine. On a signalé aussi que les tests étaient très mauvais. Alors, j'ai reçu cette information et j'ai un peu vérifié et quelqu'un m'a envoyé ce matin une
note d'un site Defense One que je ne connaissais pas, qui dit, c'est un site aux États-Unis, qui dit qu'il y a un gros problème. Les États-Unis ont à ce jour testé seulement 4384 personnes pour le corona. 4384 personnes. Il y a un manque terrible de tests. On a, dit ce texte, repéré que 570 personnes sont infectées dans 36 États, mais beaucoup trop peu d'Américains ont été testés. Et il fait la comparaison avec la Grande-Bretagne qui a testé 25 000 personnes, et surtout avec la Corée du Sud, où la maladie est très très répandue, sans doute en raison des échanges avec la Chine, et où là on a testé plus de 100 000 personnes. Donc la Corée du Sud teste 100 000 personnes et les États-Unis 5 000. Et on nous dit tout le temps qu'il faut suivre le modèle des États-Unis. On va le CETA, les fameux traités, et pour la santé aussi, on va y revenir. Soi-disant, l'Europe devrait s'inspirer de toutes les mesures des États-Unis. Je dis non, c'est exactement le contraire. On en vient ici au problème du Big Pharma et au problème de l'attitude des multinationales là-dessus. On va voir que, en fait, aux États-Unis, la situation de la santé est très mauvaise. Je me rappelle qu'il y a déjà une vingtaine d'années, un professeur des États-Unis, Sean Gervasi, avec qui j'étais en contact parce qu'on avait travaillé sur la guerre de Yougoslavie, est un jour venu se soigner en Europe parce qu'on lui avait détecté un cancer de l'estomac. Malheureusement, il en est mort quelques mois plus tard. Et il est venu se soigner en Belgique, faire des examens à Saint-Pierre, à Bruxelles. Et je lui ai dit, mais aux États-Unis, tu ne pouvais pas faire les mêmes examens? Il a dit non. Aux États-Unis, tout prof d'UNIF que j'étais, je n'avais absolument pas les moyens de me payer le coût de ces examens et de ce traitement. Donc ça doit faire réfléchir et on a, en fait, il faut un peu étudier qui Trump a placé maintenant à la tête de la campagne par rapport à tout ça. Il y a un certain Josh Black, me dit une collègue aux États-Unis, Sarah Flanders, qui a travaillé pour les grandes firmes pharmaceutiques, qui dirige un think tank, un lobby des firmes pharmaceutiques, Merck, Pfizer, Bristol Myers Squibb, etc. Et donc c'est un grand think tank qui a fait tout le travail pour empêcher Obama d'adopter une toute petite assurance maladie, que les gens puissent au moins se faire soigner même quand ils n'étaient pas riches. Le lobby en question, Pharma, a dépensé, dit-on ici, 28 millions de dollars en lobbying pour empêcher le gouvernement des États-Unis de nationaliser un petit peu le système de santé. Et donc, ils sont en train de protéger leur business avec leurs profits, avec les hôpitaux, les médicaments, les équipements médicaux et toutes les formes de soins de santé. Alors, ce fameux Josh Black est aussi l'homme qui a été chargé par Obama, de 2008 à 2016, d'appliquer les sanctions contre une série de pays dont les États-Unis veulent renverser le gouvernement. Et donc, c'est ce Josh Black qui a organisé des sanctions très dures, très efficaces contre l'Iran, la Corée du Nord, la Libye, la Syrie, le Yémen et le Soudan. Et là, les conséquences sont absolument catastrophiques. Parce que j'ai reçu un message de mon ami Jean Haro à Caracas, que je salue. Il écrit à sa sœur en France, je vous lis. Au Venezuela, nous sommes aussi depuis hier vendredi, en alerte coronavirus. Écoles, ciné, restaurants, concentration fermés, masques dans le métro. 2 cas ont été détectés, importés par des passagers venant d'Europe. Tous les passagers de 2 vols Iberia sont en quarantaine, les vols d'Europe sont interdits et les frontières avec Brésil et Colombie fermées. Notre problème principal, dit Jean, est que le blocus imposé par les gringos, c'est comme ça qu'on appelle les États-Unis en Amérique latine, et le blocus imposé par l'Union européenne nous empêchent d'acheter des produits et des équipements médicaux nécessaires. Les États-Unis ont bloqué
ou voler nos fonds dans leurs banques, États-Unis et Europe. Et ils interdisent et ils menacent tout pays qui veut nous aider. Face à ces situations inhumaines, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui directement nous prête assistance. Je suis écœuré que le gouvernement de la France, aujourd'hui, à la botte de Washington, se prête à telle situation minable. Bisous de Caracas. Voilà le message de Jean. Et je crois qu'il est temps de dire à Macron, qui a reçu les putschistes, les marionnettes des États-Unis à l'Élysée, que vraiment il est temps de changer son fusil d'épaule et que c'est criminel d'empêcher les Vénézuéliens et d'autres pays de recevoir des médicaments, des équipements médicaux, des détectages pour les virus. Ça, c'est quelque chose qui doit absolument changer très vite. J'ai reçu un autre message de Thierry, que je salue aussi à Caracas, et il dit voilà, le chef de l'État a pris la tête des opérations, signant le décret d'alerte nationale, organisant les arrêts de travail et les mises en quarantaine région par région. 4800 lits ont été disposés dans des centres de diagnostic intégral. Les travailleuses de 172 entreprises communales gérées avec l'appui de l'État, essentiellement une organisation féminine, se sont mises à fabriquer des masques protecteurs pour une distribution gratuite, alors que les cliniques et les chaînes privées de pharmacie ont immédiatement augmenté leur prix. Donc voilà, je pense que les mesures là sont prises assez radicalement. Et je voudrais parler aussi de Cuba. Vous savez qu'il y a un boycott et un blocus du commerce avec Cuba qui est extrêmement grave depuis longtemps, imposé par les États-Unis, tous les présidents, Obama aussi, et qui continue encore plus durement avec Trump. Et il faut savoir que les Chinois ont fait appel aux Cubains pour, en fait, utiliser un médicament pour soigner. Ça s'appelle l'interféron. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les Chinois ont obtenu de grands résultats grâce à la recherche scientifique. Les labos en Cuba sont fort développés. La santé est vraiment, avec l'éducation, la priorité, même dans un pays pauvre. Et donc, j'entends qu'ici à Séville, en Espagne, où on a beaucoup de contamination, on utilise l'interféron alpha-2b et qu'il n'y a pas de mort et que ça vient de Cuba. En Corée du Sud aussi, 8000 personnes infectées et seulement 72 morts, et ils ont utilisé ce médicament. Alors ce qui est très intéressant, c'est que le message me dit, le plus curieux, c'est que l'Allemagne a 3156 personnes infectées et seulement 3 morts. Comment est-ce qu'ils le combattent? C'est pas seulement par la prévention, me signale-t-on, comme le prétend l'Union européenne. En fait, Angela Merkel a exonéré plus de 1000 laboratoires allemands pour leur permettre de commercialiser n'importe quel médicament contre le coronavirus, et ils ont importé la plante, la souche chino-cubaine. Ça veut dire que, de manière secrète, l'Allemagne ne respecte plus le blocus envers Cuba. Bravo, très bien. Il est temps qu'on le fasse tous. Il est temps que ce boycott criminel cesse. Je veux dire, de quel droit les États-Unis et nos gouvernements français, belges, etc., appliquent des sanctions qui empêchent des pays déjà en grande difficulté économique de se fournir en médicaments, en équipements médicaux, en procédés chirurgicaux, en mesures de système de détection. Et donc, je crois que on doit maintenant réfléchir aussi au problème du pharma business. On a beaucoup de problèmes avec le pharma business. En Belgique, il y a eu la dernière année des pénuries de médicaments, des spéculations organisées par des producteurs pour que des médicaments qui sont bon marché ne soient plus accessibles et qu'on soit obligé de prendre des médicaments plus chers.
On a aussi en Belgique un manque de médecins, alors qu'on en a tellement besoin maintenant et qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bien soignés. Donc, on est en train de nous amener vers un modèle US de santé business, de santé marchandise, et il est temps de dire que la santé, c'est pas une marchandise, c'est un droit. Et ça veut dire qu'il faut vraiment affronter nettement le problème des intérêts financiers qui sont là derrière. J'en viens à la France. En France, on a eu une communication solennelle, très émouvante, très marketing comme d'habitude, de votre cher président. Et il a parlé du caractère exceptionnel du système de santé en France et tout va bien. Sauf que ce système de santé, depuis qu'il est là, il n'arrête pas de l'attaquer. On a fermé, je pense, Madame Buzyn, son ministre là, en 2018, a fermé 4200 lits. Les urgences sont saturées. Le personnel de la santé est descendu dans la rue plusieurs fois pour protester contre la destruction par Macron et compagnie du système de santé français. Donc, j'ai ici le témoignage d'une interview en télé de Gérald Kierzek, urgentiste, et Thierry Amouroux, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers. Je cite: à l'heure actuelle, il y a pénurie de masques et les médecins libéraux n'ont toujours pas reçu de masques pour se protéger de la maladie. Donc il y a des médecins qui sont obligés d'aller soigner les gens en ne pouvant pas se protéger. Ce que nous dénonçons depuis des années, on est face à ça, la paupérisation d'un système de santé. Il y a environ 6000 lits de soins intensifs, des lits de réanimation dont on va avoir besoin pour les formes les plus graves. Le problème, c'est que les respirateurs, les services de réanimation, c'est pas en claquant des doigts que vous allez les sortir de votre chapeau. À un moment donné, disent-ils, on a paupérisé le système, ça fait des mois que les services d'urgence sont en grève, ils stoppent la grève évidemment, et donc on risque, dit-il, d'avoir un certain nombre de patients. Si on a besoin de soins très techniques de réanimation, on risque d'être coincé. Comme, dit-il, nous sommes coincés chaque hiver avec les broncholites et chaque été avec les canicules, chaque hiver avec la grippe. Je vous rappelle, dit-il, que la grippe, c'est 10 000 morts par an. Il y en a un certain nombre qu'on pourrait sauver, sauf qu'ils restent sur les brancards. C'est pas nouveau. Donc voilà, Macron n'est pas en train de protéger les gens, il est en train de détruire le système de santé. Et ce qui est répugnant, c'est que quand le coronavirus se répandait et qu'il aurait fallu prendre des mesures radicales, exceptionnelles, comme en Chine, comme en Corée du Sud, pour augmenter la résistance, Macron s'occupait uniquement de faire passer des mesures sans vote au Parlement qui vont détruire les retraites des gens. Ça veut dire qu'il est en train de paupériser encore les retraités et on sait maintenant que c'est ces gens-là qui sont le plus touchés par le corona et il est en train de les affaiblir. Donc, désolé, mais ça c'est vraiment le président des riches comme l'ont expliqué Pinson et sa femme. Voilà pour la situation de la France. Oui, un chiffre encore quand même. On est dans un système hospitalier, disent-ils, dont on a retiré 10% du budget sur les 10 dernières années, parce qu'il n'y a pas que Macron, Sarko Hollande, c'était bien aussi. 8,4 milliards d'économies sur le budget des hôpitaux, alors qu'on aurait besoin de beaucoup plus, d'autant plus qu'il y a quand même un vieillissement de la population. C'est une bonne chose, contrairement à ce qu'on nous dit, mais à condition qu'on développe des soins de santé corrects. Donc, voilà, Macron et les médias français ont ridiculisé les Chinois pendant 2 mois. Ça cache leur incompétence, ça cache leur arrogance, et il est temps d'écouter les personnels du soin de santé et de se battre dans la rue s'il le faut pour que les bonnes mesures soient prises. Ah oui, je signale encore, je lisais hier dans un journal, le Fonds monétaire international, celui-là vraiment, quand on n'a pas besoin, il s'en rappelle encore. Le Fonds monétaire international a pris des recommandations par rapport à la Belgique en disant qu'il faut diminuer les retraites. Ben non, c'est le contraire. Et qu'il faut faire des économies dans les soins de santé. C'est exactement le contraire. Et le Fonds monétaire international, il faudrait cesser d'y participer. Il faudrait rendre cette organisation complètement illégale parce qu'elle est criminelle. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont déjà assassiné
des dizaines de millions de gens dans les pays du Sud appauvris par leur politique et il est temps de mettre fin. Alors j'ai reçu une petite note de Carmen que je salue, qui a fait beaucoup de travail de recherche très précieux pour mes prochains livres. C'est arrivé il y a 2 minutes, je lis. L'OMS a un programme de vaccination mondiale prévu pour 2021-2030. Elle me fournit tous les liens. Un accord a été passé en 2017 entre la Banque mondiale et l'OMS. Ils ont lancé des obligations pandémie pour 500 millions d'euros. En octobre 19, dit-elle, le centre John Hopkins et la fondation Bill Gates, qui n'est pas du tout philanthrope, ça, il faut lever toutes les illusions. Il y a un excellent bouquin qui est paru là-dessus chez Actes Sud. On parlerai aussi dans mon prochain livre si j'ai le temps. Et donc Carmen dit que Bill Gates et le centre Hopkins ont organisé un event consistant en la gestion d'une simulation d'une pandémie mondiale. Commentaire très judicieux de Carmen. Ça sent mauvais, le fric toujours et partout là. Il va falloir faire très attention. Les Cubains montrent qu'il y a des moyens de soigner les épidémies par la prévention et par des choses bon marché. Et évidemment, le pharma business va foncer là-dessus, sur des possibilités de profit. Et pour le pharma business, la panique est très très utile. Ça, c'est quand même une première réponse à la question. Alors, j'en reviens à la question de la désinformation et de comment on nous a informés. L'ambassadeur de Chine a diffusé une déclaration le 14 février déjà, protestant contre la manière dont les médias français parlaient de la Chine. Alors vous savez, si vous avez déjà rencontré un ambassadeur, les diplomates en général sont très diplomates. Ils pèsent leurs mots 5 fois avant de sortir quelque chose d'un peu dur. C'est vraiment, parfois même carrément la langue de bois. Et là, je vais vous lire 2-3 extraits de cette déclaration. Elle est vraiment très très intéressante. L'Organisation mondiale de la santé, de nombreux gouvernements et experts étrangers ont largement salué et soutenu les efforts du gouvernement et du peuple chinois. Mais nous avons aussi découvert des accusations gratuites et malveillantes. Certains se sont délectés avec un malin plaisir des insuffisances et des erreurs commises par les autorités chinoises au début de l'épidémie, les imputant au, je cite, caractère totalitaire du régime chinois. Très franchement, répond l'ambassadeur, qui au monde pourrait faire face à une épidémie d'une telle soudaineté et prétendre en venir à bout dans la décontraction? D'autres blâment l'absence totale et délibérée de transparence du gouvernement chinois dans sa communication sur l'épidémie, alors que c'est exactement le contraire. La cellule de coordination interministérielle tient des points de presse quotidiens et rapporte au peuple chinois comme à la communauté internationale avec la plus grande transparence et rigueur les chiffres et l'évolution en temps réel. Comparé, dit-il, un petit cactus là gratuit, avec l'administration des États-Unis qui a attendu 3 ans après la fin de l'épidémie de grippe A pour reconnaître avoir sous-estimé sa gravité et s'en est sorti par une pirouette en invoquant un problème de statistique. Lorsque le gouvernement chinois, dit-il, enquête sur les défaillances de certains fonctionnaires, certains l'accusent encore de rechercher des boucs émissaires. Oui, ça j'ai lu tout plein dans les médias, que c'était la faute de Xi Jinping lui-même et que c'était des boucs émissaires et qu'il en profitait pour faire la répression. Okay. Réponse de l'ambassadeur, oui, des enquêtes ont été menées dans plusieurs provinces chinoises sur les manquements de certains responsables dans la lutte contre le virus. Certains sont poursuivis et d'autres déjà révoqués. C'est l'illustration de la forte capacité du système socialiste chinois à corriger ses erreurs. Des forêts en Australie en 2019, qui donc, parmi les hommes politiques ou responsables de ce pays, a été limogé. On a aussi accusé la Chine de renforcer la censure en fermant des comptes WeChat qui diffusent des rumeurs. Et l'ambassadeur fait remarquer, je rappelle que sur Facebook, rien que sur les 3 derniers trimestres de 2019, 5,4 milliards de comptes ont été supprimés pour diffusion de rumeurs, 5,4 millions. Pourquoi le même phénomène est-il qualifié en Occident de lutte contre les fake news et en Chine d'écrasement de la liberté d'expression? Au fond, dit l'ambassadeur, et ça c'est quelque chose que je pense profondément, au fond, c'est l'égocentrisme occidental qui s'exprime. La Chine a mis quelques décennies pour accomplir le parcours de développement réalisé par l'Occident en quelques siècles.
Certains ont du mal à accepter qu'un pays appauvri et affaibli ait pu, en un siècle, émerger sans emprunter le modèle occidental. Ça les dérange et ils ne le digèrent pas. On a vu effectivement toutes ces histoires. Il y a eu des titres China is the real sick man of Asia, Coronavirus made in China, le péril jaune aussi, c'est dans le Figaro ou un média, je ne sais plus. C'était vraiment très raciste contre les Chinois, contre la communauté asiatique, et tout un discours vraiment raciste, méprisant, arrogant, alors qu'on nous dit que maintenant on est dans la tolérance et le respect de l'égalité. Et donc, voilà, il fait le bilan. Il rappelle aussi que le gouvernement des États-Unis a vraiment laissé passer complètement la pandémie en 2009. Je crois que cette campagne contre la Chine, vraiment, il faut un petit peu réagir par rapport à ça. Et je le disais, une diabolisation, quoi que fassent les Chinois, c'est mauvais. Regardez les Michel Midi, où nous avons parlé de ça. Inversement, les États-Unis, on nous dit toujours, oui, les droits de l'homme en Chine, c'est pas bien. Je ne dis pas que c'est parfait. Il y a certainement des choses qui doivent encore changer et être améliorées. Mais dans les médias occidentaux, on ne publie pas les rapports qui sont faits sur les droits des droits de l'homme aux États-Unis. Les Chinois publient évidemment chaque année un rapport sur les droits de l'homme aux États-Unis. Je n'en ai vu rien dans les médias chez nous. Et le rapport constate que il y a une discrimination des minorités nationales épouvantable, ça je crois que tout le monde le reconnaît, que c'est le pays avec la plus grande violence par les armes à feu du monde. 39 000 personnes l'année passée ont été tuées par arme à feu. Ça veut dire que toutes les 15 minutes aux États-Unis, il y a une personne qui meurt par arme à feu. La polarisation entre les riches et les pauvres est énorme, ça nous en avons déjà beaucoup parlé, mais évidemment ça a des conséquences. Il relève la violence et la discrimination envers les femmes, signalant qu'une femme aux États-Unis a 21 fois plus de chances de mourir par un homicide par arme à feu que des femmes dans les nations pauvres. Donc, vous avez des dizaines de millions de gens, de retraités, d'enfants qui sont en dessous du seuil de pauvreté, qui n'ont pas de quoi s'habiller, qui affrontent la violence aux États-Unis. Vraiment, il est temps que dans nos médias, au lieu de marcher à la botte de toute une série de choses que nous disent les États-Unis, on mette en question ce modèle de société qui, à mon avis, est très très dangereux. Je crois qu'il faut aussi relativiser, malgré l'importance de la pandémie et malgré les mesures à prendre, il faut aussi relativiser la façon dont on nous présente les différentes sources de mortalité dans le monde. Je vais vous montrer ici un petit graphique qui indique de quoi on meurt dans le monde. C'est en espagnol, mais vous allez comprendre facilement. Tout en haut, c'est la tuberculose. Ensuite, l'hépatite B, la pneumonie, le sida, la malaria, le rotavirus. On trouve en jaune, là, au milieu, le coronavirus, avec un chiffre de 62 comparé à 3000 pour la tuberculose. Et la grippe tout en bas, Ebola 3 et 5. Et donc, je crois qu'on doit réfléchir qu'on a besoin d'une meilleure politique de santé, beaucoup plus solidaire des pays du Sud, pas seulement parce que, évidemment, les maladies qui sont dans le Sud peuvent revenir ici aussi, parce que tout simplement, on souhaite un monde plus fraternel et où moins de mamans vont perdre leurs enfants pour des maladies qu'on pourrait parfaitement soigner, mais simplement, elles n'ont pas le fric, donc on les laisse crever. Et je crois qu'on doit analyser l'ensemble des fléaux qui frappent l'ensemble de la planète. Au moment où on a parlé du coronavirus, et il faut, on a beaucoup moins de couverture sur cette épouvantable épidémie de sauterelles qui a dévasté l'agriculture et l'alimentation de toute une série de pays en Afrique de l'Est. Voilà, on a 3000 personnes
d'après les statistiques décédées du corona, on a tous les jours 25 000 personnes qui meurent de la faim. 25 000 personnes qui meurent de la faim, dont beaucoup d'enfants de moins de 5 ans. Donc je crois qu'on doit vraiment se pencher sur l'ensemble du problème de la santé. Je vais, avant de parler de l'économie et de la question de la peur et de la panique, je vais regarder les questions que vous posez très nombreux et vous essayez de vous répondre. Quel est le médicament cubain qui a aidé la Chine? C'est l'interféron. J'essaierai de mettre après sur l'émission les informations qu'on m'a données. Une question sur l'économie, on va y venir. Le monde doit se réveiller, boycotter les chaînes de télévision, prendre conscience des réels problèmes du monde, oui. Alors, j'essaye de voir comment je peux voir les questions précédentes. Voilà. Le programme de Facebook a un peu changé, donc j'ai du mal à voir toutes les questions. Le virus égale... oui, non. Attendez. Pourquoi nous parle-t-on de jeunes contaminés sans nous dire leur état de santé avant le Covid-19? Je ne suis pas médecin, je ne peux pas répondre. J'ai juste personne qui m'a signalé que, en fait, il y a des jeunes qui ont été atteints parce qu'ils avaient pris des anti-inflammatoires et que ce n'était pas une bonne solution, mais je ne vais pas donner de conseils médicaux, c'est pas ma spécialité. Voilà, je n'arrive pas à... Ah si, il y a là une petite barre. Ok, je peux revenir à d'autres questions. Sur les Ouïghours, Monsieur Yass, je vous envoie à au Michel Midi avec notre ami Frank Willems qui a répondu à tout ça. Un représentant chinois accuse les États-Unis d'avoir volontairement amené le coronavirus en Chine. Oui, j'ai reçu cette information, mais c'est pas exactement ce qu'ils disent. Il y a eu une communication, effectivement, d'un vice-ministre chinois disant qu'il était possible que le corona ait été amené en Chine accidentellement par des militaires de l'armée des États-Unis qui étaient venus participer à des jeux ou à une cérémonie en octobre à Wuhan, je pense. Donc il parlait de accidentellement, et c'est une question qui doit être vérifiée comme tout le reste. Moi, je ne vais pas donner un avis là-dessus, c'est une question médicale et scientifique, mais je vais le transmettre aux personnes avec qui je suis en contact. Donc, on a parlé de accidentellement, et ce que les Chinois ont dit, c'est que les États-Unis, au lieu de donner des leçons à tout le monde et d'accuser la Chine, feraient bien de commencer par mettre de l'ordre chez eux, et le fait que les États-Unis, comme je disais tout à l'heure, n'ont absolument pas détecté correctement les problèmes, pourrait expliquer que ça peut arriver, ça peut être venu de là. Ceci dit, je pense qu'on doit pas rentrer dans cette longue discussion. Ça peut mener à des choses complotistes, ça peut mener à des divisions. Je pense que le fait que les épidémies se répandent plus facile, plus fort maintenant qu'avant, c'est évidemment une conséquence de la globalisation, la multiplication des transports et des échanges. Je vous apprends rien. Donc, on a déjà eu dans le passé beaucoup d'épidémies importantes. Je rappelle la grippe dite espagnole qui a tué énormément de gens, encore plus que la Première Guerre mondiale dans les années 20 du siècle dernier. Donc on a eu beaucoup d'épidémies mortelles, beaucoup plus encore que maintenant. On a eu aussi des paniques et la tentation de trouver un bouc émissaire. Je crois que dans un monde globalisé et avec tant d'échanges, il faudra réfléchir, mais de toute façon on ne va pas les supprimer. Évidemment que les risques sont plus forts. Donc la solution n'est pas d'accuser tel ou tel pays, y compris les États-Unis. La solution est de
développer un système de prévention et des soins de santé capable de faire face et de la recherche scientifique fondamentale capable de faire face. Et là, la recherche scientifique fondamentale, j'insiste, elle doit être publique. Parce que le problème du pharma business, c'est qu'ils font de la recherche. D'abord, ils n'en font pas beaucoup. En général, ils piquent les recherches qui ont été faites par les institutions publiques, ils brevettent ça et puis ils vous le vendent très cher. Mais eux, ils n'ont intérêt à faire de la recherche que s'ils sont sûrs qu'il y a un médicament qui va leur rapporter des gros bénéfices rapidement. Mais ça, c'est une très mauvaise politique en matière de santé. Je pense au contraire que nous avons besoin de beaucoup développer la recherche scientifique fondamentale pour mieux comprendre comment nous fonctionnons, comment les maladies peuvent se répandre, comment les soigner. Et s'il n'y a pas de profit immédiat, eh bien tant pis, c'est nécessaire pour la santé de l'humanité, point barre. Donc, ne rentrons pas dans cette histoire et donc je ne marche pas dans l'idée de les États-Unis l'ont fait exprès ou Soros ou Bill Gates et tout ça l'ont fait exprès pour qu'il y ait moins de Chinois, etc. Faites attention, ne tombez pas dans ce genre de complot. Voilà par rapport à vos questions récentes. J'en viens à l'économie. On nous dit, oui, ça y est, à cause des Chinois et à cause du coronavirus, l'économie va aller mal. Ça, c'est de la désinformation totale parce qu'elle allait déjà très mal avant. Quand on lit les publications des journaux économiques, on voit que la question n'est pas de savoir si il va y avoir une crise, mais quand il va y avoir une crise. Et ça dépend d'un élément déclencheur. Vous savez, si vous êtes dans une maison que vous avez remplie avec toutes sortes de produits inflammables et du pétrole absolument partout, etc., et que vous entrez dans la maison et que vous poussez l'interrupteur et que vous aimez le courant, bam, ça pète, on va dire « Ah, c'est parce qu'il a allumé l'électricité qu'il a fait flamber la maison. » Non, tout était déjà prêt à flamber. C'est exactement la même chose pour l'économie, et je voudrais faire 2-3 réflexions là-dessus. Premièrement, on nous dit oui, l'économie en Chine s'est ralentie, on ne peut plus faire leurs importations, et donc ça va être la crise ici. Alors vous avez un problème, c'est que si l'économie des pays capitalistes comme les États-Unis et l'Europe dépend de la Chine pour se porter bien, la Chine dont vous n'avez pas arrêté de dire qu'elle était dirigée par des communistes qui ne comprennent rien à l'économie et qui font tout de travers, si elle dépend vraiment de la Chine pour aller bien, vous avez vraiment un problème et vous devriez plutôt expliquer aux gens pourquoi votre économie ne fonctionne pas bien. Il y avait déjà une récession avant et je lisais il y a 2-3 semaines un très bon article d'Éric Toussaint du CADTM, le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, dans lequel il disait « La chute des cours boursiers était prévue bien avant le coronavirus. Pourquoi ? Le cours des actions et le prix des titres de la dette ont augmenté d'une manière exagérée depuis un an. La richesse du 1% le plus riche a énormément cru car elle se base sur la spéculation financière. Il faut souligner, dit Toussaint, que le moment où intervient la chute des cours boursiers est le résultat d'un choix. Je ne parle pas de complot. Une partie des très riches, le 1%, le grand capital, a décidé de commencer à vendre les actions qu'il a acquises car il considère que toute fête financière a une fin. Et plutôt que de la subir, il préfère prendre les devants. Ces grands actionnaires préfèrent être les premiers à vendre afin d'obtenir le meilleur prix possible avant que le cours des actions ne baisse très fort. Et donc, ils ont donné l'ordre aux traders de vendre. Et ça, c'est vrai. Je lisais dans un journal en Belgique, oui, c'est en néerlandais, pardon, année super, année exceptionnelle en 2019 pour la bourse à Bruxelles. La meilleure année depuis 10 ans. On a une grosse contradiction. L'économie va mal, les gens sont empauvris, on veut faire des mesures d'austérité et la bourse flambe. C'est évidemment absurde. Ça veut dire que on est dans un système où en fait la bourse, on n'investit plus les capitaux dans l'économie, parce que comme on a dans l'industrie, je veux dire, parce que comme on appauvrit les gens, on sait qu'ils n'ont plus de quoi acheter. Donc on l'investit à la bourse pour quand même faire du profit en spéculant. Mais en spéculant sur une économie qui va mal, donc ça doit forcément se casser la gueule à un moment donné. Et ça veut dire qu'on est dans un système où la bourse marche sur la tête, où on est en train de
de scier la branche sur laquelle on est assis. Un autre économiste, Henri Houben, dans la crise de 30 ans chez Aden, avait publié un très bon bouquin expliquant que la spéculation peut aggraver, voire déclencher une crise profonde, mais qu'elle vient de plus loin. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué dans ce livre « Pourquoi Soral séduit », avec un très mauvais titre, j'aurais dû titrer quelque chose sur le mode d'explication du capitalisme. Et dans le chapitre 3 de ce livre, il est consacré à la crise. Et j'explique que la crise, en fait, ne vient pas de la spéculation et de la banque, comme certains le racontent, mais que c'est beaucoup plus profond, que c'est fondamental dans le système. Marx et Engels l'avaient dit déjà au tout début, la raison ultime, page 93, la raison ultime de toute véritable crise demeure la pauvreté et la limitation de la consommation des masses en face de la tendance de la production capitaliste à développer les forces productives. Et c'est clair que l'industrie est capable de produire de plus en plus avec les technologies, avec l'informatisation, que le grand capital a de plus en plus d'argent et peut donc investir dans des usines de plus en plus chères, mais ne le fait pas parce que, comme ce grand capital inspire les politiques de Macron, Trump et compagnie de diminuer les revenus des gens d'en bas pour augmenter les revenus des gens d'en haut, évidemment, avec quoi les gens d'en bas vont acheter. Donc, c'est ce que j'appelle scier la branche sur laquelle on est assis, et c'est pour ça que l'économie, dans les pays capitalistes, ne peut pas fonctionner sans crise, et sans crise de plus en plus grave. Ceux qui pensent que, bon, Marx, c'est suspect, et qu'il il faut se méfier de tout ça, ben, je vous signale que dans le même bouquin, à la page 104, Albert Einstein disait exactement la même chose dans un très bon texte de 49. L'anarchie économique de la société capitaliste, le fait que tous les capitalistes investissent dans tous les sens, les uns contre les autres, etc., est à mon avis la source réelle du mal. Nous voyons devant nous, dit Einstein, une immense société de producteurs dont les membres cherchent sans cesse à se priver mutuellement du fruit de leur travail collectif en fonction des règles économiques légalement établies. La compétition entre les capitalistes est responsable de l'instabilité. C'est un scientifique qui fait une analyse très scientifique de l'économie et il dit la compétition illimitée conduit à un gaspillage considérable de travail et à la mutilation de la conscience sociale des individus. Voilà. Ça, c'est la cause profonde. Il y avait déjà une récession en vue et ça n'a rien à voir avec le corona. Si ça s'était déclenché pour autre chose, ce serait exactement pareil. Mais il est vrai que cette économie va très mal, qu'on est en prévision de choc, de guerre économique et d'affrontement entre grandes puissances très très fort. Regardez les États-Unis et l'Europe, regardez ce que les États-Unis essayent de faire partout. Et donc, voilà, il faut lutter contre cette désinformation. Je signale qu'il y a eu récemment une vidéo de Jorion, vous savez, l'économiste qui avait prédit seul la crise financière de 2008. Il a été interviewé par Kwamuo sur la vidéo Les Médias et il a dit, voilà, la récession, elle se prépare depuis longtemps. Maintenant, on vient de baisser les prix du pétrole de 30%, c'est sans précédent. Et donc, oui, il y a des hauts et des bas à la bourse, mais plus dur sera la chute. Donc, on est dans une économie fondamentalement malade de l'intérieur, pas à cause des Chinois, du corona ou de la planète Mars, malade de l'intérieur. Et je crois qu'on doit se méfier de cette tendance à désigner toujours des boucs émissaires pour les problèmes qu'on a, que ce soit la crise économique ou le corona. Je me souviens, et les gens de ma génération se souviendront, qu'en 1973, il y a eu une grande crise économique et on nous a dit c'est parce que les Arabes ont augmenté le prix du pétrole. Effectivement, avant le pétrole était gratuit, tout d'un coup les pays arabes ont dit maintenant on va le payer. Et ça a été un déclencheur, mais la vraie cause n'était pas les Arabes, la vraie cause était que l'Europe avait vécu, et les États-Unis, une situation tout à fait exceptionnelle. 40-45, on avait beaucoup détruit, il faut donc beaucoup reconstruire. Les ouvriers
en Europe avait obtenu un très grand pouvoir d'achat avec la sécurité sociale, des hausses de salaire, les capitalistes qui avaient parfois flirté avec Hitler, ou en tout cas s'étaient planqués à Londres en attendant que ce soit fini, étaient très inquiets d'une possible révolution en Europe, et donc ils ont fait beaucoup de concessions. Et ce sont ces concessions qui ont fait qu'on a beaucoup mieux vécu pendant les années 50 et 60, mais après le système capitaliste est revenu avec les crises régulières en 73. Donc il faut arrêter de chercher les boucs émissaires et il faut creuser pourquoi on essaye toujours de nous mettre sur la piste des boucs émissaires. Alors là, je me réfère au stratège de la CIA, dans le livre que certains d'entre vous ont déjà lu, je pense, mais je vais le citer pour les autres, La gauche et la guerre, avec Saïd Bouamama. Nous analysons la désinformation sur la guerre, qui frappe aussi la gauche. Et je cite Edward Bernays, dont on a parlé à l'occasion de son livre et du film Propaganda. Edward Bernays, le publicitaire le plus célèbre des États-Unis dans les années 1920, avait expliqué comment s'y prendre pour manipuler les citoyens. Je vais vous lire cette déclaration. Bernays travaillait pour la CIA, c'est pas n'importe qui, il a eu une très grande influence, et il disait, en 1928, je cite, « La manipulation consciente et intelligente des habitudes et des opinions des masses est un élément important de la société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme non visible de la société constituent le véritable pouvoir dirigeant le pays. On peut vendre un gouvernement à une communauté exactement comme n'importe quelle autre marchandise. La manipulation consciente et intelligente des masses constitue un élément important de la société démocratique. » Ça, c'est quand même... Hein. Et on peut vendre un gouvernement comme n'importe quelle marchandise. Et donc, ça c'est Bernays en 1928. Il est un peu connu. Un autre stratège de la CIA qui n'est pas connu est Harold Lasswell. Et il explique à la même époque, en 29, et c'est intéressant, on est dans une très grande crise économique. Il y a eu des fortunes, des milliardaires, Ford, Rockefeller, tous ces gens-là ont construit vers 1890-1900 des fortunes colossales. En même temps, il y a beaucoup de pauvreté aux États-Unis à cause de l'exploitation. Ces gens sont critiqués, ils essayent de se dédouaner en faisant des soi-disant fondations philanthropiques et des choses comme ça. Et Lasswell se rend bien compte que c'est ça le problème et que ça peut péter aux États-Unis. Et Lasswell dit qu'il faut mentir sur les causes des problèmes. Je cite, les résistants, et il dit qu'il faut que les États-Unis apprennent à vendre les guerres qu'ils désirent déclencher. Les résistances psychologiques à la guerre dans les nations modernes sont si grandes que chaque guerre, dit Lasswell, doit apparaître comme une guerre de défense contre un agresseur menaçant et meurtrier. Il ne doit pas y avoir d'ambiguïté sur ce que le public doit haïr. Il ne faut pas que les gens se posent des questions, dit-il. Il ne faut pas que les gens croient que la guerre a pour cause un système mondial d'affaires international, ni la stupidité et la malveillance de toutes les classes gouvernantes. Non, c'est toujours l'ennemi qui doit être responsable. Et il dit qu'il faut le faire d'une manière mensongère et très simpliste. Il dit, il est toujours difficile pour beaucoup d'esprits simples de la nation de mettre un visage sur un ennemi. Ils ont besoin d'avoir des individus sur qui porter leur haine. Voilà, il faut réfléchir par rapport à ça, des individus sur qui porter leur haine, et il faut se poser la question aussi bien sur le coronavirus que sur la Libye, la Syrie, l'Afghanistan, le Venezuela, etc. Dans la question de la peur, j'en viens à Robert Charvin, La peur, arme politique, avec ce sous-titre qui, je crois, est très clair. Gouverner, c'est faire peur et rassurer, n'est-ce pas, M. Macron? Et Charvin analyse en fait les peurs d'hier et d'aujourd'hui. Il montre comment il y a des peurs légitimes, il y a des peurs fabriquées, et il montre que ça a toujours été la stratégie du pouvoir, les rois, l'Église évidemment, qui joue un rôle très important dans la manipulation des esprits en Europe, de faire peur pour dire on va vous protéger. Et donc ce livre amène à réfléchir qui aujourd'hui manipule nos peurs et comment résister. Et Charvin dit, je cite, « À l'évidence, les pouvoirs ne peuvent reconnaître devant leur peuple que les maux principaux dont ils souffrent
ont pour origine l'ordre intérieur et leur mode de gouvernance favorable à certains intérêts et privilèges. Dans la propagande, le désordre et les difficultés ne peuvent provenir que du désordre extérieur et de leurs complices intérieurs. On a besoin d'ennemis. Voilà, ça c'est un livre que je voudrais beaucoup vous recommander dans cette période de, oui, de crainte, de désarroi. Réfléchir qui est en train de semer la panique, qui a intérêt. On a vu des intérêts politiques, on a vu des intérêts économiques là derrière. Et donc voilà, je vous ai indiqué plusieurs livres qui semblent intéressants. Je vais encore dans 2 minutes prendre les questions que vous avez posées ces dernières minutes. Je voudrais indiquer que vous allez avoir du temps libre, hein. Vous allez devoir rester chez vous, il n'y aura plus beaucoup de distractions. La télé, attention, ça peut faire beaucoup, ça peut nuire à la santé. Donc, c'est le moment de lire. Et je vais vous diffuser ceci. C'est un beau petit visuel rigolo qui a été préparé par Joël, que je remercie. Vous remarquez qu'on a le penseur de Rodin entre une série de livres d'investigation. Et voilà, c'est pour vous dire que pour ceux qui vont commander nos livres sur notre site et ainsi faire en sorte que leur soirée soit utile et instructive pour se préparer à la résistance, on vous offrira le livre La peur, arme politique de Robert Charvin, très très intéressant je pense, et on peut trouver tout ça sur notre rubrique de livres ici sur le site, ou vous pouvez écrire via le site aussi. Je regarde parmi les questions qui ont encore été posées. Une petite seconde que j'arrive. Voilà, voilà. Le virus n'est pas dû au hasard, loin de là, et le timing est choisi. Il faut vraiment faire attention, s'il vous plaît. Vous ne devez pas. Ça sert à rien d'inventer des complots en plus et de croire que les capitalistes sont si forts qu'ils maîtrisent absolument tout. J'ai écrit un texte que vous pouvez trouver sur notre site qui s'appelle Complotiste moi, où je réfute le mode de pensée complotiste. C'est une fausse sécurité, une fausse garantie. Ça ne vous permet pas de comprendre les problèmes du monde, que ce soit l'économie, que ce soit la guerre, que ce soit les injustices. Ils ont des causes qu'on peut parfaitement analyser, ce sont des causes structurelles. Marc l'a fait à son temps, il y a une série de personnes maintenant qui le font. C'est ça qu'il faut lire, c'est ça qu'il faut étudier. Et s'il vous plaît, ne rentrez pas dans ces complots et dans ces trucs. Oui, c'est Bill Gates, oui, c'est Soros, oui, c'est... je dis pas que Soros c'est quelqu'un de bien, je ne veux pas dire ça. Mais il ne faut pas penser que ces gens sont omnipotents et qu'on trouve leur petit doigt derrière absolument tout. Je crois qu'il faut réfléchir à une analyse profonde et structurelle. C'est pour ça que je vous propose ces bouquins et qu'on va essayer d'être en contact prochainement. Je n'aurai plus d'invités dans Michel Midi et donc mardi prochain, je vais faire l'affaire Idlib, le conflit Turquie-Syrie, ou est-ce qu'il faut parler d'un conflit USA Russie-Chine ou d'un conflit Israël-Palestine-Iran. Ça c'est mardi midi sur Investigation de nouveau. La semaine d'après, je vais faire Sanders, Biden et Trump, les élections aux États-Unis. Pourquoi même les dirigeants du Parti démocrate ne veulent pas Sanders et que penser de Biden? Je continue à regarder vos questions. Bien, on nous remercie. Faire peur et rassurer, ça marche hélas, ne laissons pas nos cerveaux nous gouverner. Voilà, il y a des commentaires sur la manière de se soigner, sur les informations.
Pas vraiment de questions. J'espère, dit Vanessa, que le confinement poussera les gens à s'informer et à s'éveiller en lisant et s'informant. Tout à fait d'accord. Voilà. Les responsables sont les riches et les puissants de la planète. Bien, des conseils médicaux. Prenez-les avec des pincettes, il y a beaucoup de choses qui circulent, il y en a des bons et des moins bons, mais il y a des mesures assez radicales sont importantes. Voilà. Il est temps de conclure. Je crois que par rapport à des choses qui viennent d'être dites, on doit aussi réfléchir à une méthode de pensée, à une méthode de réflexion et de débat par rapport à la question de la peur. On doit reconnaître qu'on ne sait pas tout. Moi, j'ai changé d'avis sur certaines des questions sur cette épidémie. On doit justement chercher la vérité dans les faits, être prêt à changer son opinion, confronter des points de vue divers et essayer de comprendre les causes des phénomènes, quelles sont les causes. Et pour conclure, le corona peut nous amener deux effets très différents. Il peut nous pousser vers de l'individualisme, chacun pour soi, on fonce sur le supermarché pour faire un maximum de stock et pas les autres, ou on ferme les frontières, ou on répand des trucs racistes concernant les immigrés, etc. Ça, c'est une possibilité et certains intérêts politiques sont déjà en train de nous pousser dans ce sens. Mais l'autre effet est tout aussi possible et je voudrais plaider dans ce sens. Je crois que la crise du corona peut justement nous amener à prendre conscience des causes et du fait qu'on ne pourra s'en sortir qu'en coopérant tous ensemble avec plus de solidarité. Comme je l'ai dit, pour combattre les sanctions qui frappent des pays pauvres, pour combattre la politique de Trump, Macron et compagnie, et pour mener une véritable information, plus de solidarité. Je vous ai présenté récemment avec Johan Houbeck L'homme, un loup pour l'homme. Ça, parmi les différents livres que je vous ai proposés, c'est vraiment mon coup de cœur, je le recommande. Je salue les auteurs Dirk Van Dupen et Johan Houbeck. Les fondements scientifiques de la solidarité, c'est un livre magnifique qui explique justement sur base des recherches de la neurologie, de la biologie, de la psychologie, de la science, la paléontologie, la science des hommes anciens, etc., que si l'espèce humaine a réussi formidablement et a accompli tellement de progrès, de découvertes, de techniques, c'est pas parce que l'homme était un loup pour l'homme et qu'on se battait tout le monde contre tout le monde, c'est au contraire grâce à la coopération. Depuis la tribu primitive, où évidemment l'homme qui était le plus fort et chassait le mieux faisait attention de nourrir aussi la femme enceinte, les bébés, même les vieux, etc. Et donc on en est sorti par la coopération. Et puis toute une analyse de notre cerveau, du fonctionnement de notre corps qui montre que c'est justement en développant l'échange, la parole, les communications qu'on a réussi à faire toute une série d'inventions qui ont amené l'espèce humaine où elle est. Donc c'est pas du tout comme nous dit le néolibéralisme qu'il faut se battre tout le monde contre tout le monde. Vous voyez les États-Unis sur le plan du corona, ils sont absolument nulle part. Et donc c'est au contraire la solidarité. Je crois que voilà, c'est deux possibilités par rapport à cette crise. On peut aller dans le sens de plus d'égoïsme, de plus d'individualisme. On peut aller aussi dans le sens de plus de solidarité, plus d'amour, plus d'analyse des conditions, des circonstances qui produisent tout ça. Et voilà, c'est dans cette voie que je voulais vous inspirer aujourd'hui. Je continuerai à répondre aux questions. Je serai avec vous mardi prochain pour l'affaire Idlib. Et je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous pourrez avec nous participer à la bataille de l'info. Bonne journée.